Amis passionnés d'astrologie, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de l'avenir de l'euro. Alors il s'agit bien entendu de la monnaie unique et non pas, vous l'avez compris, de la compétition du championnat d'Europe des nations de football qui a déjà eu lieu, comme chacun le sait, en 2016. Donc nous allons tenter avant la fin de cette vidéo, qui sera en plusieurs parties parce que j'ai pas mal de choses à vous dire, de trouver la date de sortie probable de l'euro d'un des pays cités, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Italie et la France, et parier sur lequel sortira le premier. Car à l'heure où je vous parle, la sortie de la monnaie unique ne fait désormais plus l'ombre d'un doute. La question n'est même plus de savoir est-ce qu'on va sortir de l'euro, la question est plutôt quand cela pourrait-il se produire. Donc l'astrologie pourrait nous donner quelques pistes, même si évidemment l'exercice est très difficile, mais on peut toujours essayer. Donc cette vidéo sera aussi l'occasion de parler des significateurs les plus importants des thèmes astro des trois pays fondateurs et historiquement principaux, je dirais, moteurs dans la construction européenne. Donc ce sera aussi l'occasion de comparer le thème astral de ces pays avec les principaux traités. Donc là vous voyez ce dessin, l'euro à 10 ans, donc il date certainement de 2012, et on voyait déjà un euro qui était sous perfusion, avec ce dessin humoristique. Et donc c'est vrai que 2012, on voit qu'on est déjà en 2018, donc 6 ans se sont écoulés, et on voit que c'est de pire en pire, donc un malade qui est de plus en plus mourant, au bout d'un moment, il finit par succomber. Alors pour revenir au choix du titre, empreint d'un petit trait d'humour, donc j'ai mis sur la vidéo, un petit trait humoristique au passage, je trouve qu'il s'inscrivait en droite ligne de l'énergie d'un soleil en Gémeaux qui culmine en ce moment dans notre ciel du moment. C'est vrai que j'aurais pu mettre un titre beaucoup plus sérieux, comme on le voit ici sur le site Atlantico. Alors c'est vrai que le troisième signe du zodiaque, dont nous fêtons les anniversaires en ce moment, est le signe de l'humour, qui peut se montrer aussi facétieux qu'un adolescent qui aime faire des farces, des blagues, pour des franches parties de rigolade. Alors c'est vrai que le signe du Gémeaux symbolise tout autant l'humour, la rigolade, donc les camarades, comme jouer durant des heures avec ses copains à faire du sport, comme par exemple le football, où il apprend d'ailleurs l'art du mouvement, des feintes, des dribbles, des contre-pieds. Alors le choix de l'intitulé de la vidéo était donc un petit clin d'œil à la plupart de nos compatriotes qui sont en ébullition avant l'ouverture imminente de la Coupe du Monde de football qui aura lieu en Russie. Alors je suis moi-même un grand amateur et passionné du ballon rond, et d'ailleurs je me suis même essayé par le passé au jeu des pronostics, voyance et astrologie y compris. Donc c'était sur le blog, mais y compris dans les grands médias comme RMC Radio en 2014 ou France Football pour l'Euro 2016. Mais j'estime donc tout de même qu'aujourd'hui il y a plus important qu'un jeu, un divertissement qui prend à mon sens trop de place pour beaucoup de gens qui n'arrivent plus à hiérarchiser du coup les priorités. Alors au point qu'on voit beaucoup de gens finalement se mobiliser beaucoup plus pour, c'est vrai, un très très bon match de foot pendant lequel on va passer un excellent moment, un moment unique même, rempli d'émotions, comme en 98 ou 2000, plutôt que de se mobiliser pour défendre nos libertés qui sont vraiment menacées, nos droits, et s'intéresser aussi à l'avenir de notre monde, qui part vraiment à volo, c'est le cas de le dire. Alors là c'est une personne, là je suis sur mon Facebook, donc une personne avait publié ça, donc en rapport avec une citation de Jules César. Vous connaissez le fameux dicton, donc donner à la plèbe des jeux et du pain et des jeux, et donc on fera ce que l'on veut. Alors c'est vrai que quand je dis que tout part à volo, effectivement, donc là vous voyez les titres, donc j'ai mis à chaque fois, vous voyez, il y a très peu de mobilisation sur des titres qui font plus que grincer des dents. Voilà. Beaucoup plus sur les gourmandises. Voilà, par exemple, là c'est terrible, on voit donc cet animal, l'orang-outan qui est en voie d'extinction, qui se bat tout seul contre un bulldozer qui est en train de déforester son lieu de vie, son lieu naturel. Alors les gens peuvent très bien se dire moi je m'en fous comme de ma dernière chemise. Sauf que la forêt de Bornéo, c'est aussi le poumon de notre planète. Donc c'est grâce à ça aussi qu'on a de l'oxygène, qu'on arrive encore à respirer malgré la pollution, et puis
ce qu'on voit aussi, c'est terrible par rapport à ces animaux, pour les gens en tout cas qui aiment les animaux, mais aussi par rapport au fait que c'est toujours l'argent roi qui prend le pas sur tout, avec donc la destruction de ce lieu naturel, riche en termes d'écosystème, en termes de flore, de faune, pour planter en fait des palmiers à huile. Donc la fameuse huile de palme qu'on retrouve partout dans la margarine, dans les biscottes, dans les patates tartinées, dont la plus célèbre étant Nutella, que les gens achètent et consomment. Et donc voilà, si vous voulez dire non, si vous voulez dire stop, ben voilà, il faut plus acheter donc tous ces produits à base d'huile de palme. Et donc vous voyez par exemple, là on voit la France, donc ça je vous l'avais dit, hein, donc qui donne le feu vert à l'huile de palme, et on voit d'ailleurs que c'est utilisé pour les biocarburants et que ça mobilise là quand même quelques syndicalistes hein, du côté de la FNSEA. Donc voilà, hein, donc voilà, par exemple pour le coup des abeilles, ça aussi on en a parlé, hein, donc les abeilles qui sont en train de disparaître, qui sont en train de mourir. Donc vous voyez les apiculteurs qui portent plainte contre Bayer, puisque les abeilles sont essentielles dans la pollinisation. Sans pollinisation, c'est-à-dire qu'on n'aura plus rien, on pourra plus rien faire pousser, plus de fruits, plus de légumes. Alors tout en sachant que bien entendu, ça, peu de gens le savent, et nous on en a parlé, il me semble. Des fois j'ai l'impression de me répéter, mais je crois qu'on en a parlé, c'était la pollinisation robotisée, où j'ai dû l'écrire. Pollinisation donc robotisée, c'est ce que cherche à faire hein, Bayer Monsanto. Finalement, ils se foutent royalement des abeilles. Eux, de toute façon, ils savent qu'ils ont déjà mis en œuvre hein, la pollinisation robotisée, donc qui va remplacer finalement les abeilles, sauf que voilà, ce sera payant bien entendu. Donc qui paiera, ce sera bien entendu nous, au-delà de la tragédie hein, de ces pauvres abeilles. Donc là, on retrouve bien Uranus. Hein, Uranus, donc je reviens à toutes les vidéos qu'on a faites hein, sur Uranus en taureau. Donc taureau, le signe de la nature, et Uranus, le signe du modernisme, du progrès. Mais vous voyez, là, on retrouve bien l'ambivalence hein, d'Uranus, qui va vers une forme de contre-révolution. On aura l'occasion d'en reparler hein, un peu plus longuement dans une vidéo encore plus spécifique. Alors, en tout cas, hein, concernant le Mondial 2018, les Italiens n'auront pas besoin de sortir, hein, puisque pour la première fois depuis 1958, hein, l'Italie, la Squadra Azzurra, ne s'est même pas qualifiée. Hein. Donc cet événement a été vécu comme une véritable tragédie chez nos amis transalpins. D'ailleurs, le titre hein, en témoigne, véritable cataclysme. Alors, mais ce n'est rien, hein, à côté de la situation inextricable dans laquelle les Italiens sont sur le plan économique et social. Hein. Donc vous voyez le titre du Figaro, Rome, capitale de la pauvreté. Donc c'est un titre qui date du 21 novembre 2017. Alors cette situation hein, très difficile hein, chez nos amis italiens, on va y revenir vraiment plus en profondeur en parlant du thème de l'Italie. Donc forcément se traduit aussi sur le plan politique hein, par un véritable imbroglio. Donc là le mot italien est tout à fait approprié par rapport à la situation, puisque donc on en avait déjà un petit peu parlé, hein, on a assisté en fait à une nouvelle antipracisation du vote de nos amis italiens, donc, qui avaient donc élu des eurosceptiques hein, au Parlement, avec le mouvement 5 étoiles et la Ligue du Nord, hein, donc, qui étaient arrivés en tête. Et puis finalement, donc ça a été catastrophique, puisque, enfin, ils ont eu du mal, en tout cas, ces deux formations politiques ont eu beaucoup de mal, hein, bon gré, mal gré, réussi à former une coalition nécessaire hein, dans un régime parlementaire, et donc proposer donc toute leur équipe hein, gouvernementale. Donc il faut savoir que le président de la République, donc Mattarella, a utilisé en fait le droit constitutionnel, donc ses prérogatives légitimes hein, d'un chef de l'État, même si le chef de l'État là-bas, donc comme en Allemagne, hein, il n'a pas vraiment beaucoup de pouvoir, hein, il a plutôt un pouvoir honorifique. Comme en Allemagne, vous avez vu, le président, on n'en entend quasiment jamais parler, on entend tout le temps parler de la chancelière, hein, Angela Merkel. Ben, c'est pareil en Italie, hein, c'est le même système, c'est le même régime politique. Donc en tout cas, pour le coup, il a quand même refusé, donc comme quoi il a encore du pouvoir, puisqu'il a refusé la nomination hein, du ministre des Finances, donc qui s'appelle Savona, donc qui était apparemment trop eurosceptique à son goût. Et comme par hasard, donc la coalition, donc le mouvement 5 étoiles et la Ligue du Nord, donc qui est un attelage
C'est ce que j'ai expliqué en fait dans l'article, hein, qui est un attelage quand même relativement bancal dès l'origine, puisqu'ils ne sont pas tout à fait, pas du tout sur la même ligne politique. Hein. Donc ça ne m'étonne pas, si vous voulez, qu'il y ait eu aussi des difficultés, si vous voulez, déjà à trouver une coalition, mais même là, hein, ils n'avaient même pas, si vous voulez, de ministre en fait de rechange. Comme s'ils ont proposé un nom, donc qui n'a pas plu au président donc, de la République italienne, et genre en fait ils n'avaient aucun suppléant, si vous voulez. Donc ils n'avaient pas de nom de rechange. Et donc forcément, ben, le président lui a proposé un nom, et c'était en fait un ministre pour pour occuper en fait le ministre des Finances. Donc c'est quelqu'un en fait qui a fait partie d'une ancienne banque, et il me semble même que c'est vous regarderez dans la presse, hein, je crois que c'est même la BCE, la Banque Centrale Européenne. En gros, de toute façon, c'est quelqu'un qui est plus pro-euro, pro-Europe, etc. Hein. Donc là, il y a eu beaucoup de leaders politiques, hein, de toute l'Europe, hein, qui se sont écriés, notamment en France, hein, je vous laisse retrouver lesquels. Hein, on dit, hein, qu'il s'agissait d'un coup d'État institutionnel, pendant que d'autres, hein, ont estimé que le président de la République a été finalement sage et utilisé pleinement son droit constitutionnel, comme l'avaient fait finalement ses prédécesseurs en Italie, hein, par 4 fois dans l'histoire de l'Italie contemporaine. Même en France, il faut savoir que donc, le président de la République qui a beaucoup plus de pouvoir en revanche, hein, donc bien entendu, il peut refuser, hein, un nom que le Premier ministre, hein, lui propose. Hein. D'ailleurs, ça a déjà été le cas, il me semble, je crois que c'était sous Jacques Chirac, vous vérifierez, mais ça a déjà été le cas. Hein. En tout cas, lui, pour sa défense, le président a dit en fait que le débat sur l'euro n'avait pas été clairement posé sur la table et tranché pendant la campagne électorale et les élections. Alors, il faut savoir que l'élection a eu lieu, alors là, vous regarderez je ne vais pas m'étendre, parce que sinon ça prendrait trop de place dans la vidéo, mais si vous le voulez, vous pourrez regarder. Donc j'avais publié un article et j'avais expliqué que donc l'élection avait eu lieu le 4 mars, voilà, 4 mars, donc bien entendu 2018, et on avait en fait plein de dissonances, notamment à Neptune, hein, donc on avait Mars-Neptune, on avait Mars en Sagittaire à ce moment-là, et Neptune, donc qui montrait, voilà, hein, je l'ai noté ici, au moment du dépouillement, hein, on avait une magnifique conjonction Soleil-Neptune, et Mercure-Vénus en Poisson, donc signe de l'idéal, mais carré à Mars en Sagittaire, hein, ce qui explique finalement cette dispersion, cette incohérence, hein, dans les forces politiques en présence. Donc voilà. Hein. Donc vous regarderez, donc ce qui explique aussi justement ce flou artistique, puisque comme vous le savez, ceux qui maîtrisent bien les symboliques planétaires, hein, vous savez que Neptune, c'est une planète idéale, mais quand elle est mal aspectée, comme ça a été le cas au moment de l'élection, ben du coup ça donne justement un flou artistique, un brouillard, et donc une, une manipulation, voilà, dans la communication, dans la diffusion de l'information, c'est clairement une tromperie, quoi. D'ailleurs, vous avez même un article, hein, de Libération, donc Sergio Mattarella, donc la momie qui dit non, donc ils sont allés jusqu'à parler de momie, donc c'est pour vous dire vraiment normalement que ce président n'a plus trop de pouvoir. En tout cas pour ma part, hein, j'aurais un avis un petit peu plus nuancé, car en fait le dernier argument de dire que le président a mis son veto parce que le débat n'a pas été clairement tranché sur l'euro pendant la campagne, c'est à mon sens une sacrée farce, car cela se serait, hein, si les politiques, hein, étaient vraiment scrupuleux de ce que pense le peuple, hein, qu'ils adoptent, en général, hein, ils adoptent rarement des mesures et dispositifs, hein, pendant leur mandat qui épousent trait pour trait les promesses de campagne. Par contre, cet épisode prouve, hein, une nouvelle fois que tout ce qui est mouvement souverainiste et haute formation alternative à l'euro, hein, à chaque fois, ils ont été incapables de mettre en œuvre leur programme, et ça montre bien, en tout cas pour la France, si d'aventure, par exemple, vous aviez France Insoumise ou Front National, ou en tout cas dans tous ces mouvements, tous ces partis-là qu'on voit à la télé, qui passent à la télé, eh ben, vous pourriez être sûr qu'on se retrouverait en fait dans une situation analogue, voire même pire. Hein. Enfin voilà, quoi qu'il en soit, hein, l'Italie est quand même dans de sacrés beaux draps, et même dans une panade noire, hein, tant à tous les niveaux, donc tant sur le plan économique, social, politique,
Et d'ailleurs, on avait titré, hein, vous vous en souvenez, je vous l'avais déjà rappelé sur d'autres vidéos, hein, le 12 septembre 2017, après le Brexit, Italie exit, hein, le 20 mai 2018. Hein, donc ça c'était, bien entendu, l'événement de la sortie de l'euro n'a pas encore eu lieu, mais ce qui est intéressant à noter, c'est que notre première hypothèse déjà se vérifie, puisque dès l'entrée d'Uranus en taureau, donc la planète des médias met le focus sur l'Italie. Hein, et on en parle beaucoup plus qu'avant, si vous avez remarqué. Alors que la situation, en fait, elle est critique depuis un petit moment, hein, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc tout ça pour vous dire que les planètes sont là aussi pour voilà, mettre l'accent, mettre en relief certains événements qui peuvent être en gestation depuis longtemps. Donc vous l'avez bien compris, après la tragédie grecque, hein, qu'on nous a joué pendant pas mal d'années, hein, donc là c'est bien la botte, hein, qui voit son économie continuer à s'enfoncer dans la crise. Et donc selon l'économiste financier Charles Gave, hein, dont vous avez la photo ici, qui avait publié un ouvrage des lions menés par des ânes, qui dénonçait déjà, hein, à l'époque, hein, donc en 2001, vous vous rendez compte, c'était avant, hein, donc l'entrée en vigueur, hein, de l'euro, hein, il dénonçait l'ineptie de l'euro, et c'est vrai que en tout cas toutes ces prophéties, celles qu'il avait annoncées, se sont en grande partie réalisées. Hein, il avait dit l'euro va amener à plus de maisons en Espagne, plus d'usines en Allemagne et plus de fonctionnaires en France, et donc c'est exactement ce qui s'est passé, et je vais vous expliquer après pourquoi. Mais voilà, en tout cas, donc il fait le constat amer, hein, que l'Italie a perdu 35% quand même de son industrie. Donc j'avais entendu d'ailleurs la dernière fois dans les médias, ils ont minimisé les chiffres, et pourtant j'ai vérifié, il y a quand même le tissu industriel, on nous en parle, la manière dont on nous présente les choses, c'est assez stupéfiant. On a l'impression en fait que l'Italie, elle a encore un tissu industriel extrêmement performant, etc., alors que c'est complètement faux, sinon il n'y aurait pas tout ça. Comme quoi la communication, il y en a qui ont vraiment l'art de la rhétorique. Hein. Donc en tout cas, le pays est aujourd'hui au bord de la faillite, hein, à l'instar par exemple d'importantes banques déjà vénitiennes qui avaient, donc c'était Banca Popolare, excusez-moi, hein, je ne parle pas italien, de Venise, et une autre c'était Veneto Banca. Et donc la Banque Centrale Européenne, hein, la fameuse BCE, avait d'ailleurs jugé, hein, donc à l'été 2017, hein, qu'elles étaient en faillite. Alors pour que vous compreniez en fait, hein, l'une des principales raisons de la crise, donc, qui est avant tout en fait un monétaire, donc ça c'est selon cet économiste, hein, donc, qui est français, c'est l'erreur originelle, hein, monumentale qui a été faite, hein, sur la nature même de la monnaie, au moment où les instances de l'Union européenne ont décidé de sa mise en circulation. En fait, elle serait, selon sa propre définition, l'expression d'une nation, qui n'est autre que la traduction de la volonté du vivre ensemble, tout en symbolisant aussi l'État. Puisque l'État, comme vous le savez, détient ce qu'on appelle le monopole de la violence légitime, hein, pour lever l'impôt, afin de financer le fonctionnement du pays. Or, l'Europe est toujours, selon ses propres termes, une civilisation et en aucun cas une nation. Donc, ce